Un homme m'invite à prendre un verre. Un café élégant sur la presqu'île à Lyon. Il est charmant, la soixantaine cultivée, divorcé depuis 2 ans. La conversation s'engage bien, elle est fluide, intéressante. Et puis, au deuxième verre, il commence à me raconter son divorce. Le récit est détaillé, précis, amer. Il m'explique les torts de son ex-femme, la façon dont elle l'a traité, les amis qu'il a perdus dans la bataille, la solitude qui a suivi. J'écoute. Je hoche la tête, je dis « Je comprends. Ça a dû être difficile. » Je montre tous les signes d'une empathie sincère. Mais à l'intérieur, une autre conversation a lieu, une conversation silencieuse. Je me dis « Cet homme ne me parle pas de lui. Il me parle de sa blessure. Il ne cherche pas à me connaître. Il cherche un témoin pour un procès qui n'est pas terminé. » Et à cet instant précis, alors qu'il me regarde en attendant une forme d'approbation, je sais déjà qu'il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Il ne l'a jamais su. Et je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai pris cette décision. Une décision que beaucoup de femmes de mon âge prennent sans jamais l'expliquer. Avez-vous déjà vécu cela? Ce rendez-vous qui vous semble se dérouler à merveille? Cette conversation que vous trouvez honnête, profonde, et qui est suivie d'un silence inexplicable. Vous repassez le fil de la soirée. Vous ne trouvez aucune erreur, aucune parole déplacée. Et pourtant, le rideau est tombé. La femme que vous aviez en face de vous a simplement disparu. Vous n'étiez pas fou. Il s'est bien passé quelque chose. Simplement, ce n'est pas ce que vous croyez. Pour comprendre, il faut se souvenir de la culture dans laquelle nous avons grandi, vous et moi. Une France où la pudeur des sentiments était une forme d'élégance. On ne se plaignait pas, on ne s'épanchait pas, surtout pas au début d'une relation. Les femmes de ma génération, pour la plupart, ont passé des décennies à être les gestionnaires des émotions de toute une famille, celle du mari, celle des enfants. Nous avons été des épouses, des mères, des confidentes. À 60 ans, après un divorce ou un veuvage, nous n'aspirons qu'à une chose, la légèreté. Nous ne cherchons pas un homme à réparer, mais un compagnon de route pour un chapitre qui, nous l'espérons, sera plus doux. Alors, lors d'un premier rendez-vous, nous ne vous faisons pas passer un examen de performance. Nous évaluons silencieusement une seule chose, notre avenir potentiel à vos côtés. Chaque histoire que vous racontez est un indice. Chaque question que vous posez dessine une possibilité. Et dans notre tête, la question n'est pas « est-ce que cet homme a réussi sa vie ?» mais « est-ce que la vie avec cet homme serait douce ?» Ce n'est pas une audition, c'est un test de compatibilité pour le prochain chapitre de nos vies. Et certains comportements, même s'ils partent d'une bonne intention, nous envoient un signal très clair. Le premier, c'est celui que j'appelle le procès de l'ex-femme. Quand vous nous racontez en détail votre divorce difficile, vous pensez vous montrer honnête, vulnérable. Vous nous confiez votre vérité. Mais ce que nous entendons, c'est autre chose. Nous entendons que la guerre n'est pas terminée et que vous cherchez un nouvel allié pour votre camp. Nous comprenons que votre passé occupe encore toute la place et qu'il y en aura très peu pour un avenir commun. Mentionner son passé, c'est normal. Le faire avec dignité et brièveté, en disant « j'ai traversé un divorce », c'est une page qui est tournée, ouvre une porte. En faire le plat de résistance du dîner, la ferme presque à coup sûr. Ensuite, il y a l'entretien d'embauche patrimonial. Les questions très pratiques qui arrivent trop tôt. Vous êtes propriétaire? Vos enfants sont autonomes? Vous pensez sans doute vous montrer sérieux, pragmatique. Vous voulez vérifier que nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais nous nous sentons évalués comme un bilan comptable. Une femme de 60 ans s'est construite seule, elle est indépendante. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas un bilan, c'est une connexion. Elle veut savoir ce qui vous fait vibrer,
pas ce que vous possédez. Demandez-lui le dernier film qui l'a ému, le voyage dont elle rêve. Montrez-lui que vous vous intéressez à sa personne, pas à ses actifs. Il y a aussi le pan qui fait la roue, l'homme qui ne parle que de lui. Sa carrière brillante, sa maison magnifique, ses relations importantes. Il pense nous impressionner. En réalité, un homme qui passe le premier rendez-vous à étaler ses réussites nous envoie un message très simple. Il est en manque de validation, et il n'y a pas beaucoup de place pour nous dans sa conversation. La séduction, à notre âge, n'est plus une démonstration de force. L'intérêt sincère pour l'autre est infiniment plus attirant. Avez-vous déjà surpris le regard d'une femme devenir un peu vague alors que vous lui racontiez l'un de vos succès? C'est peut-être qu'elle était en train de se demander où était sa place, à elle, dans ce récit. N'oublions pas la galanterie maladroite, voire paternaliste. L'homme qui insiste pour commander pour nous, qui coupe la parole en disant « Laissez-moi vous expliquer », ou qui lance des compliments condescendants comme « Une femme comme vous ne devrait pas être seule ». Il pense être un gentleman à l'ancienne. Nous nous sentons infantilisés. Nous prenons nos propres décisions depuis 60 ans. La vraie galanterie, celle qui nous touche, c'est celle du respect. C'est proposer et non imposer. C'est considérer la femme en face de vous comme votre égale. Enfin, il y a le plus subtil, et peut-être le plus courant, le faux rythme et le silence. Par peur de dire une bêtise, l'homme reste passif. Il répond par des phrases courtes. Il ne relance pas. Il laisse la femme mener toute la conversation. Il pense être prudent, à l'écoute. Mais la femme, elle, s'épuise. Elle interprète ce silence comme un manque de personnalité, ou, pire, un manque d'intérêt. Une conversation est une danse. Si l'un des deux partenaires se contente de suivre sans jamais proposer un pas, la danse s'arrête. Le silence partagé est une chose magnifique. Le silence laborieux est un tue-l'amour. Je me souviens d'un homme, Alain, que j'ai rencontré quelques années après ma séparation. Brillant, séduisant. Durant notre dîner, il a longuement parlé de son divorce, puis de tout l'argent qu'il avait perdu et de la manière spectaculaire dont il avait rebondi. J'écoutais, poliment, mais ce que je voyais, ce n'était pas un homme fort. C'était un homme obsédé par sa revanche sur la vie. Je me suis projetée dans 6 mois, 1 an, et je me suis vue encore assise là, à écouter la même partition. Une immense fatigue m'a envahie. Ce n'était pas de la colère, non. C'était une lucidité soudaine et un peu triste. À la fin du dîner, quand il m'a dit avec un grand sourire « On se revoit très vite ?» J'ai souri à mon tour, et j'ai répondu la phrase que nous connaissons toutes. « Je vous rappelle », je ne l'ai jamais fait. Il a dû penser que j'étais impolie ou que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que j'ai pris une décision consciente pour protéger ma tranquillité future. J'ai choisi la légèreté. Mon premier rendez-vous avec Gilles, l'homme avec qui j'ai partagé 2 ans de ma vie, a été tout le contraire. Après avoir brièvement évoqué nos vies passées en concluant « Nous aurons le temps d'en reparler », il s'est penché vers moi et m'a demandé « Racontez-moi la dernière fois où vous avez ri aux larmes ». Cette simple question a tout changé. Elle a ouvert la porte non pas à nos bilans, mais à notre humanité. La conversation est devenue pétillante, joyeuse, tournée vers la vie. Cela n'a pas garanti une fin heureuse, mais cela a garanti un deuxième rendez-vous rempli d'envie. L'enjeu d'une première rencontre à 60 ans n'est pas de réussir un examen ou de conclure. L'enjeu est de créer une connexion qui donne envie de revenir. C'est de se demander, en se quittant sur le trottoir, si l'on a envie de continuer cette conversation. Et pour cela, il faut qu'elle ait été douce et intéressante pour les deux. La prochaine fois que vous aurez une femme en face de vous, ne pensez pas à ce que vous devez prouver. Pensez à ce que vous pouvez partager. La légèreté est peut-être la chose la plus séduisante au monde.
Un homme m'invite à prendre un verre. Un café élégant, sur la presqu'île à Lyon. Il est charmant, la soixantaine cultivée, divorcé depuis 2 ans. La conversation s'engage bien. Elle est fluide, intéressante. Et puis, au deuxième verre, il commence à me raconter son divorce. Le récit est détaillé, précis, amer. Il m'explique les torts de son ex-femme, la façon dont elle l'a traité, les amis qu'il a perdus dans la bataille, la solitude qui a suivi. J'écoute, je hoche la tête, je dis « Je comprends, ça a dû être difficile ». Je montre tous les signes d'une empathie sincère, mais à l'intérieur, une autre conversation a lieu, une conversation silencieuse. Je me dis « Cet homme ne me parle pas de lui, il me parle de sa blessure. Il ne cherche pas à me connaître, il cherche un témoin pour un procès qui n'est pas terminé. » Et à cet instant précis, alors qu'il me regarde en attendant une forme d'approbation, je sais déjà qu'il n'y aura pas de deuxième rendez-vous. Il ne l'a jamais su. Et je vais vous dire maintenant pourquoi j'ai pris cette décision. Une décision que beaucoup de femmes de mon âge prennent sans jamais l'expliquer. Avez-vous déjà vécu cela? Ce rendez-vous qui vous semble se dérouler à merveille, cette conversation que vous trouvez honnête, profonde, et qui est suivie d'un silence inexplicable. Vous rentrez chez vous satisfait, peut-être même avec une pointe d'optimisme. Et les jours suivants, rien. Vos messages restent sans réponse. Vous repassez le fil de la soirée dans votre tête, encore et encore, à la recherche de l'erreur, de la parole déplacée. Et vous ne trouvez rien. Laissez-moi vous le dire. Vous n'étiez pas fou. Il s'est bien passé quelque chose ce soir-là. Simplement, ce n'est pas ce que vous croyez. Il ne s'agissait pas d'une offense de votre part, mais d'une conclusion de la sienne. Une conclusion silencieuse. Si je peux vous en parler avec cette assurance, ce n'est pas parce que je suis psychologue, c'est parce que je suis l'une de ces femmes. J'ai été élevée, comme vous, dans cette France où la retenue était une vertu. Et j'ai partagé ma vie pendant 24 ans avec un homme de votre génération, un homme que j'aimais, et qui n'aurait jamais su lire ce qui se jouait derrière mon propre silence. Pour comprendre, il faut peut-être se souvenir que nous avons grandi dans le même monde, vous et moi. Un monde où la pudeur était une vertu partagée. On nous a appris, à vous comme à moi, que les sentiments ne s'étalaient pas. La plainte était jugée impudique, et une certaine retenue était la plus haute forme d'élégance. Nous sommes devenus des experts en sous-entendus, en silences qui en disent long, en regards qui pèsent plus lourd que des mots. Mais ce code que nous partagions a eu une conséquence très différente pour les femmes de ma génération. Nous sommes devenus, pour la plupart, les gestionnaires silencieuses des émotions de toute la maison. Celle du mari, qui ne parlait pas de ses soucis, mais dont on devinait le poids à sa façon de poser sa mallette en rentrant. Celle des enfants, qu'il fallait consoler sans dramatiser. Nous avons passé des décennies à déchiffrer les non-dits, à interpréter les humeurs, à anticiper les crises. Nous étions les sismographes de la famille. Alors, quand arrive la soixantaine, après un divorce, un veuvage, ou simplement le départ des enfants, une aspiration immense nous saisit. Une aspiration à la légèreté. Nous ne cherchons plus à être la béquille de quelqu'un, ni son infirmière, ni sa thérapeute. Ce rôle, nous l'avons tenu, et nous l'avons bien tenu. Aujourd'hui, nous n'aspirons qu'à une chose, un compagnon de route, pas un nouveau patient. Et c'est précisément parce que nous avons passé 30 ans à porter les soucis des autres que, lors d'un premier rendez-vous, nous avons ce réflexe. Ce n'est même pas une pensée consciente au début, c'est une sensation. C'est pour ça que lorsque vous arrivez avec le poids encore tout chaud de votre passé, ce n'est pas votre honnêteté que nous voyons en premier, c'est le fardeau que nous ne voulons plus porter. Et nous prenons une décision, non pas contre vous, mais pour nous, pour protéger ce chapitre de notre vie que nous espérons,
enfin plus doux. Alors, concrètement, lors d'un premier rendez-vous, comment cette évaluation silencieuse se manifeste-t-elle? Comment, sans un mot, une femme de mon âge peut décider que la conversation n'ira pas plus loin? Laissez-moi vous traduire quelques-unes de ces situations, du point de vue de la femme qui est assise en face de vous. Le premier comportement, c'est celui que j'appelle le procès de l'ex-femme. Quand vous nous racontez en détail votre divorce difficile, vous pensez sans doute vous montrer honnête, vulnérable. Vous nous confiez votre vérité, et c'est une intention que je peux comprendre. Mais ce que nous entendons, c'est tout autre chose. Nous entendons que la guerre n'est pas terminée, et que vous cherchez un nouvel allié pour votre camp. Nous comprenons que votre passé occupe encore toute la place, et qu'il y en aura très peu pour un avenir commun. Mentionner son passé, c'est normal, c'est sain. Le faire avec dignité et brièveté, en disant par exemple « J'ai traversé un divorce, c'est une page qui est tournée ». Cela ouvre une porte. En faire le plat de résistance du dîner, c'est une porte qui se ferme presque à coup sûr. Ensuite, il y a l'entretien d'embauche patrimonial. Ce sont ces questions très pratiques qui arrivent beaucoup trop tôt dans la conversation. Vous êtes propriétaire de votre appartement? Vos enfants sont autonomes financièrement? Vous pensez sans doute vous montrer sérieux, pragmatique. Vous voulez vérifier que nous sommes, comme on dit, sur la même longueur d'onde. Mais nous avons la sensation désagréable d'être évalués comme un bilan comptable. Une femme de 60 ans, aujourd'hui, s'est construite seule. Elle est indépendante. Ce qu'elle cherche, ce n'est pas un bilan financier commun, c'est une connexion humaine. Elle veut savoir ce qui vous fait vibrer, pas ce que vous possédez. Demandez-lui le dernier film qui l'a ému, le voyage dont elle rêve. Montrez-lui que vous vous intéressez à sa personne, pas à ses actifs. Il y a aussi ce que j'appelle le pan qui fait la roue. C'est l'homme qui ne parle que de lui. Sa carrière brillante, sa maison magnifique, ses relations importantes, sa cave à vin exceptionnelle. Il pense nous impressionner. En réalité, un homme qui passe le premier rendez-vous à étaler ses réussites nous envoie un message très simple. Il est en manque de validation, et il n'y a pas beaucoup de place pour nous dans sa conversation. La séduction, à notre âge, n'est plus une démonstration de force. L'intérêt sincère pour l'autre est infiniment plus attirant. Avez-vous déjà surpris le regard d'une femme devenir un peu vague, un peu lointain, alors que vous lui racontiez l'un de vos succès? C'est peut-être qu'elle était simplement en train de se demander où était sa place, à elle, dans ce récit qui ne semblait pas en prévoir une. N'oublions pas la galanterie maladroite, qui peut parfois virer au paternalisme. L'homme qui insiste pour commander pour nous, qui coupe la parole en disant « Laissez-moi vous expliquer », ou qui lance des compliments condescendants comme « Une femme comme vous ne devrait pas être seule ». Il pense être un gentleman à l'ancienne. Nous nous sentons infantilisés. Nous prenons nos propres décisions depuis 60 ans. La vraie galanterie, celle qui nous touche profondément, c'est celle du respect. C'est proposer et non imposer. C'est considérer la femme en face de vous comme votre égale, dont l'avis et les choix ont autant de valeur que les vôtres. Enfin, il y a le plus subtil et peut-être le plus courant, le faux rythme et le silence. Par peur de dire une bêtise, par excès de prudence, l'homme reste passif. Il répond par des phrases courtes. Il ne relance pas la conversation. Il laisse la femme tout mener. Il pense être à l'écoute, ce qui est une qualité. Mais la femme, elle, s'épuise. Elle interprète ce silence non pas comme de la prudence, mais comme un manque de personnalité, ou pire, un manque d'intérêt. Une conversation est une danse. Si l'un des deux partenaires se contente de suivre sans jamais proposer un pas, sans jamais prendre un petit risque, la danse s'arrête. Le silence partagé, complice, est une chose magnifique. Le silence laborieux, lui, est un tue-l'amour. Je me souviens d'un homme, appelons-le Alain, que j'ai rencontré quelques années après ma séparation. Il était brillant, vraiment.
un esprit vif et séduisant. Durant notre dîner, il a longuement parlé de son divorce, puis de tout l'argent qu'il avait perdu, et enfin de la manière spectaculaire dont il avait rebondi, seul contre tous. J'écoutais, poliment. Mais ce que je voyais, ce n'était pas un homme fort qui avait surmonté une épreuve. C'était un homme obsédé par sa revanche sur la vie. Et pendant qu'il me parlait, je me suis projetée. Je me suis vue dans 6 mois, puis dans 1 an, assise à cette même table, ou à une autre, à écouter la même partition, celle de ses victoires sur ses malheurs passés. Et une immense fatigue m'a envahie. Ce n'était pas de la colère, non. C'était une lucidité soudaine et un peu triste. J'ai compris que dans son récit, il n'y avait de place que pour une seule personne, lui. À la fin du dîner, quand il m'a dit avec un grand sourire « On se revoit très vite ?» J'ai souri à mon tour et j'ai répondu cette phrase que nous connaissons toutes. Je vous rappelle, je ne l'ai jamais fait. Il a dû penser que j'étais impolie ou que j'avais rencontré quelqu'un d'autre. La vérité, c'est que j'ai pris une décision consciente, non pas contre lui, mais pour moi. Pour protéger ma tranquillité future, j'ai choisi la légèreté. Qu'aurait-il pu faire différemment? Ce n'est pas son histoire qui m'a fait fuir, c'est l'absence de curiosité pour la mienne. S'il m'avait simplement demandé, à un moment, « Et vous, Sophie, qu'est-ce qui vous a rendue heureuse cette semaine ?» la porte se serait entr'ouverte. Car il m'aurait montré qu'il ne cherchait pas seulement un public, mais peut-être une compagne. Mon premier rendez-vous avec Gilles, l'homme avec qui j'ai partagé 2 ans de ma vie, a été tout le contraire. Après avoir brièvement évoqué nos vies passées, en concluant sobrement « Nous aurons le temps d'en reparler », il s'est penché légèrement vers moi, avec une curiosité sincère dans le regard, et il m'a demandé « Racontez-moi la dernière fois où vous avez ri aux larmes ». Cette simple question a tout changé. Elle a déplacé le centre de gravité de la conversation. Nous n'étions plus 2 inconnus présentant leur bilan respectif. Nous étions 2 personnes explorant leur humanité. La conversation est devenue pétillante, joyeuse, tournée vers la vie qui est là, maintenant. Notre histoire a eu une fin, comme beaucoup d'histoires. Mais cette question a garanti un 2e rendez-vous, et un 3e, et 2 années de complicité véritable, née d'une simple invitation à la joie plutôt que d'un inventaire du passé. Voyez-vous, l'enjeu d'une première rencontre à 60 ans n'est pas de réussir un examen ou de « conclure », comme on disait autrefois. L'enjeu, bien plus simple et bien plus profond, est de créer un moment qui donne envie d'un autre moment. C'est de se demander, en se quittant sur le trottoir, si l'on a simplement envie de continuer cette conversation. Et pour cela, il faut qu'elle ait été douce et intéressante pour les 2. Alors, la prochaine fois que vous aurez une femme en face de vous, ne vous demandez pas ce que vous devez prouver. Demandez-vous ce que vous pouvez partager. Car à notre âge, la séduction la plus puissante n'est plus une démonstration de force ou de réussite. C'est un partage de légèreté.